Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Il est 12h31 et vous écoutez Sud Radio et nous sommes le 26 décembre, lendemain de Noël. Et pendant que beaucoup d'entre nous célébraient ce week-end ce Noël en famille ou bien entre amis, ce sera d'ailleurs à nouveau, je l'espère, pour vous la fête et le bonheur le week-end prochain pour la nouvelle année. Pendant ce temps, des centaines de milliers de personnes restaient dans la solitude et en particulier de nombreuses personnes âgées qui vivent isolées. Heureusement, il existe des âmes bienveillantes qui ne les oublient pas et nous voulons saluer leur action ce matin à travers le témoignage des petits frères des pauvres dont les bénévoles sont particulièrement mobilisés, on l'imagine, en cette période de fin d'année. On s'intéressera aussi dans quelques minutes sur Sud Radio à la difficulté croissante pour les personnes âgées de pouvoir rester vivre à leur domicile. Ça devrait être une priorité puisqu'on vit de plus en plus longtemps, mais la réalité c'est qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Vous êtes concerné par l'un de ces sujets, que vous soyez vous-même une personne âgée, que vous travailliez dans le secteur de l'aide à la personne ou que vous soyez bénévole d'une association qui apporte un peu de chaleur à nos aînés en cette période. Vous nous appelez, vous témoignez au 0800 26 300 300. Et avec nous pour échanger ce matin, Fabrice Talandier, vous êtes directeur des territoires, du développement et de l'innovation de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Bonjour. Bonjour. Et Corinne Duplat, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'entreprise Les Menus Services et vice-présidente de la Fédération française des services à la personne et de proximité. Alors comme tous les ans, je le disais, les petits frères des pauvres se mobilisent cette année pour apporter un peu de chaleur et de joie aux personnes âgées isolées en cette fin d'année. Fabrice Talandier, quelques initiatives, quelques actions exemplaires de ce que vous avez organisé ou de ce que vous êtes en train d'organiser en cette semaine 52 de 2022 pour les personnes âgées. Alors, des actions exemplaires, on ne peut pas en citer une particulièrement. Ce qu'on peut dire à vos auditeurs, c'est que les Petits Frères des Pauvres ont organisé les 24 et 25 décembre, parce que pour nous c'est extrêmement important de fêter Noël le 24 et le 25. On n'a pas envie de le fêter le 21 ou le 28, parce que c'est ce jour-là, le 24 et le 25, que la solitude se fait encore plus ressentir. Bien sûr. On a fait 241 réveillons collectifs, c'est-à-dire dans un restaurant, dans une salle des fêtes, dans un local de l'association, où des bénévoles ont organisé le repas, ont fait venir un traiteur, ont cuisiné, ont été chercher des personnes âgées isolées que nous accompagnons tout au long de l'année. Et le 24 au soir, ou le 25, à 6, à 12, à 40, il y a eu donc 240 repas sur toute la France. Et puis, il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas sortir, qui ne veulent pas sortir de chez elles. Et on a à peu près 7500 personnes qui ont bénéficié d'un réveillon à domicile. C'est-à-dire qu'un bénévole est venu dans les locaux de l'association, a pris un goûter, a pris une boîte cadeau avec le repas du 24 au soir, du 25, et est parti le déposer chez une personne âgée, passer du temps, partager un moment, lui montrer que on avait une attention particulière pour elle en ce 24 ou ce 25 décembre. Alors je précise ou je rappelle, mais c'est évident que vos actions ne se limitent pas à la période des fêtes de fin d'année, que tout au long de l'année vous apportez ce petit supplément d'âme aux personnes isolées, bien sûr. Mais en fait, l'isolement, c'est pas que le 24 et le 25 décembre, c'est tout au long de l'année. Quelques chiffres quand même à rappeler. Aujourd'hui en France, il y a 530 000 personnes en situation de mort sociale. C'est-à-dire de personnes âgées. Ça veut dire quoi, mort sociale ? Alors, mort sociale, c'est des personnes qui n'ont pas de contact ni avec la famille, ni avec le voisinage, ni avec des amis, ni avec des associations. 530 000 personnes, ça a augmenté de 70% en 4 ans, et on a à peu près 2 millions de personnes âgées qui souffrent d'isolement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contact ni avec la famille, ni avec des amis. Et donc, tout au long de l'année... 2 millions de personnes. 2 millions de personnes, c'est énorme, et on voit des chiffres qui augmentent d'année en année. Et donc, tout au long de l'année, pour répondre à votre question, les Petits Frères des Pauvres, et notamment les bénévoles, se mobilisent pour chaque semaine aller rendre visite à une personne âgée, la même, créer une relation, aller passer du temps ensemble, du temps, j'allais dire... gratuit, où on s'intéresse à la personne, où on se raconte nos vies, où on se raconte des histoires, et puis aller susciter cette pulsion de vie, c'est-à-dire inviter la personne à avoir des projets,
à sortir, à aller au marché, à aller au ciné, à avoir envie de partir en vacances avec les petits frères des pauvres l'été. Voilà, tout au long de l'année, on a à peu près 15 000 bénévoles qui se mobilisent et on accompagne à peu près 15 000 personnes et on en accueille 34 000. Alors, parmi les personnes que vous accompagnez et parmi ces 530 000 personnes dont vous dites qu'elles sont en situation de mort sociale, il y a surtout des femmes? C'est essentiellement des femmes pour 2/3 des personnes que nous accompagnons. En moyenne, à peu près 79 ans. C'est l'âge moyen des personnes que nous accompagnons. Et puis, c'est des personnes qui ont, pour les 3/4 d'entre elles, moins de 1 000 euros par mois pour vivre. Donc on est sur des revenus très modestes. Et on fait le lien entre précarité et isolement. Et plutôt en ville, plutôt dans le monde rural? Partout aujourd'hui, on a à peu près 400 équipes de bénévoles sur toute la France. Que l'on soit à Paris ou au fin fond de la Creuse ou de la Bourgogne-Franche-Comté, on a cet isolement qui est marqué un petit peu partout. Vous pointez du doigt aux petits frères des pauvres une société qui n'est pas adaptée au vieillissement en termes d'infrastructures, mais aussi de mentalité, avec une sorte d'agisme qui incite les plus âgés et les plus vulnérables eux-mêmes à se replier finalement. Mais on ne fait pas forcément suffisamment attention à sa voisine d'un certain âge. C'est ce que je veux dire. Mais on ne fait pas attention et c'est pour ça que depuis maintenant 1 an, les petits frères des pauvres ont développé un outil qui s'appelle le kit chasseur de solitude. Puisque tout le monde n'a pas forcément envie de devenir bénévole et on peut aller télécharger ce kit sur le site internet de l'association. Et c'est un petit outil qui explique comment entrer en contact avec sa voisine, son voisin âgé, comment glisser une petite carte postale, comment inviter à aller prendre un café ou à aider à aller faire les courses. L'idée, c'est de se dire que 2 millions de personnes âgées, on résoudra pas seul cette difficulté-là. Et donc, c'est une invitation des citoyens à se mobiliser et à être attentifs les uns vis-à-vis des autres. Et y compris comment faire le premier pas, qui n'est pas forcément évident. Et y compris comment faire le premier pas, avec notamment des petites cartes de visite, une invitation sans forcément, j'allais dire, être invasif. Parce que aller frapper à la porte de sa voisine en disant je sens que vous êtes isolé, que vous êtes dans une visite, c'est pas forcément une entrée en matière la plus efficace. Par contre, proposer un service, proposer peut-être un début de discussion pour ensuite aller vers une invitation. On donne quelques outils pour le faire et globalement, ça marche plutôt pas mal. Alors, il y a une initiative que je trouve jolie, toute simple, je l'aime beaucoup. Vous invitez tous ceux qui le souhaitent à écrire une lettre, une carte de vœux ou à faire un dessin que l'association remettra aux personnes âgées. Oui, tout à fait. L'idée, vous savez, c'est l'histoire des petits pas. C'est-à-dire que inviter chacun à faire son petit pas en écrivant une lettre, en invitant les enfants à faire un dessin, c'est le premier pas d'une attention vis-à-vis des autres. On a un autre exemple. On a commencé à sensibiliser les collégiens de 5e à l'isolement, à la discrimination liée à l'âge, parce que c'est dès le plus jeune âge qu'on va réussir à, j'allais dire, inviter ou faire en sorte que tout le monde soit attentif à passer un coup de fil aussi à sa grand-mère. Parfois, les enfants, les petits-enfants sont très éloignés. Apprendre les premières attentions dès le plus jeune âge, ça peut peut-être nous permettre d'avoir une société meilleure dans les années à venir. Une précision, Fabrice Talandier, on parle d'isolement, de mort sociale. On peut être isolé tout en étant dans une structure type EHPAD. Nous, on intervient à 25% dans les EHPAD. On peut être tout seul dans sa chambre. C'est pas parce qu'on est dans un groupe que l'on a des liens sociaux, que l'on a des amis, que l'on a des gens avec qui parler de choses intimes, de choses personnelles. Et donc, oui, on peut être isolé dans des lieux de vie collectifs. On a du bruit, on a de la vie autour de soi, mais on n'a pas forcément de relation. Alors, vous avez besoin de dons, j'imagine On a besoin de dons, effectivement, et puis on le voit bien, la crise économique, l'inflation font que un certain nombre je le mets entre guillemets, de petits donateurs, parce qu'il n'y a pas de petits donateurs, mais de donateurs qui donner 10, 20 euros, ont dû faire des arbitrages et des choix. Et donc, effectivement, on a besoin de dons pour accompagner les personnes. Et besoin de bénévoles aussi, et pour renforcer et besoin de bénévoles tout au long de l'année.
Très bien, merci Fabrice Talandier. Vous restez avec nous dans un instant avec Corinne Duplat, directrice de l'entreprise Les Menus Services et vice-présidente de la Fédération française des services à la personne et de proximité. On s'intéressera à la question du maintien à domicile et de l'accompagnement de nos aînés. Il est 12h41 et vous êtes sur Sud Radio. D'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Et en cette période de fête de fin d'année, on s'intéresse ce matin au sort de nos aînés, des personnes âgées que l'association Petits Frères des Pauvres accompagne, auquel elle apporte un peu de chaleur et de joie en cette période. Et puis dans un instant, on parlera du maintien à domicile des personnes âgées, pas toujours très facile. Et nous avons Paul qui nous appelle justement à propos de cette solidarité à l'égard de nos aînés, des seniors. Bonjour Paul. Bonjour. Vous nous appelez de région parisienne ? Voilà, c'est ça, oui. Et vous voulez témoigner sur ce sujet ? Voilà, je voulais simplement mettre l'accent parce que là où on avait une personne des Petits Frères des Pauvres qui parlait et qui parlait tout particulièrement sur les femmes et les enfants à la rue et l'aide à avoir et le besoin d'argent. Et sur ce coup-là, j'ai eu un peu de mal parce que, par exemple, à Lyon, vous avez un organisme qui s'appelle, un collectif, qui s'appelle l'Entreprise des Possibles, qui a été créé par Alain Mérieux, donc un multimilliardaire, et qui finance. Ce collectif rassemble de très grandes entreprises, des personnes très fortunées, et finance tout un tas d'ONG et d'associations comme ça, dont entre autres les Petits Frères des Pauvres. Et leur action est principalement axée justement sur les femmes à la rue et les enfants à la rue pour les aider. Ils ont quand même en l'espace de 3 ans relogé ou aidé directement plus de 10 000 personnes. Donc je suis étonné que un représentant des Petits Frères des Pauvres dans ces cas-là ne mette pas une action positive comme ça en avant. On a toujours l'impression que c'est misérabilisme, alors qu'il y a des gens qui se remuent vraiment. Non, pas du tout, et c'est très bien. Et tant mieux si des milliardaires ont envie de partager leur fortune pour aider, que ce soit les plus pauvres ou les plus isolés. Mais non, on n'était pas dans le misérabilisme du tout, au contraire, Paul. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio et de nous apporter ce témoignage. On en vient maintenant à la question du maintien à domicile et de l'accompagnement des personnes âgées, de nos aînés. Ça devrait évidemment être un sujet prioritaire dans la société où on vit de plus en plus longtemps. On sait toute l'importance pour les personnes âgées de ne pas quitter leur chez eux. On sait aussi que les maisons de retraite ou les EHPAD ne sont pas irréprochables. Et pourtant, il y a beaucoup à dire sur le sujet, à commencer par ce constat dont on va parler avec Corinne Duplat. Ça coûte de plus en plus cher de rester chez soi quand on avance en âge. Bien sûr que ça coûte de plus en plus cher et je reviens à ce que vous avez dit, c'est vrai, la majorité de nos concitoyens veulent vieillir et mourir chez eux. Donc ça c'est une priorité. Après, bien entendu, le maintien à domicile peut avoir ses limites, clairement. Mais aujourd'hui, c'est une priorité nationale. Cette priorité nationale, il faut donner les moyens à chacun de pouvoir la vivre. Des moyens, ça veut dire des aides de l'État, ça veut dire du personnel à domicile. Donc aujourd'hui, oui, je représente la Fédération des entreprises de services à la personne, la FEDESAP, dont je suis vice-présidente. Pour maintenir nos concitoyens à domicile, aujourd'hui, c'est 400 000 auxiliaires de vie sur le terrain tous les jours. On parle de Noël aujourd'hui, mais c'est pas seulement Noël, c'est pas seulement le jour de l'an, c'est toute l'année que des personnes sont isolées chez elles et ont besoin de rester à domicile. Alors, des moyens, il y en a. Il y a des aides en France, il y a le crédit d'impôt, il y a l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, il y a la PCH, mais aujourd'hui, pour vous donner une idée... Pour s'y retrouver dans tout ça, c'est compliqué quand même. Alors c'est compliqué, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Il y a des assistantes sociales, il y a des clics, des endroits dans les mairies, dans les villes, où on peut avoir tous ces renseignements, bien sûr, parce que du jour au lendemain, apporter des aides à une personne âgée pour une famille, pour son proche, c'est compliqué de comprendre tous ces mécanismes. Mais il y a des aides, donc c'est déjà bien, on a la chance d'avoir ça en France.
France. En revanche, ce sont des aides aujourd'hui qui ne sont pas suffisantes. Par exemple, on attend un plan de financement du grand âge du gouvernement qui procrastine. Je parle pas Ça fait des années qu'on l'attend. Exactement, je ne parle pas que de ce gouvernement, je parle de gouvernements successifs. On nous parle, Qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque? Mais qu'est-ce qui coince? On cherche de l'argent, forcément, et toujours. Alors, tout le monde participe à ça. Hein. Le citoyen va participer à financer son maintien à domicile. Les proches vont participer à financer le maintien à domicile. Mais l'État, nous tous, la solidarité nationale doit jouer aussi pour participer à ça. Alors, j'ai une question peut-être un peu naïve, un peu bête, mais est-ce que ça coûte pas moins cher finalement d'aider les gens à rester chez eux le plus longtemps possible? Bien sûr que ça coûte moins cher, mais c'est pas ça coûte moins cher, mais c'est pas une question de prix seulement. Il y a une question de choix, bien entendu. Il y a une question de pouvoir rester le plus longtemps possible à domicile. Il y a des personnes qui sont très désorientées ou très dépendantes. Ça devient compliqué. Bien sûr. On est d'accord. Mais bien sûr qu'il y a une question de moyens. Aujourd'hui, les moyens, par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, c'est un tarif national qui est déterminé par l'État, qui est le tarif socle, qui est aujourd'hui à 22 €, qui va passer royalement à 23 € l'année prochaine, alors que le coût de revient d'une aide à domicile aujourd'hui, c'est 27 € de l'heure. Alors on va essayer de ne pas perdre nos auditeurs sur cette question un peu technique. Effectivement, il y a le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2023 qui prévoit de relever le tarif plancher de 1 € pour cette allocation d'autonomie, allocation personnalisée d'autonomie, donc de 22 à 23 €. Vous nous dites le prix de revient c'est 27, donc on est encore loin du compte. Et rappelons, pour que ça soit bien clair dans l'esprit de tout le monde, l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est les conseils généraux, conseils départementaux comme on dit maintenant, qui gèrent et pilotent les aides versées aux personnes qui en font la demande. Tout à fait, tout à fait. Mais ça montre les limites du système atteint aujourd'hui. Alors, vous imaginez bien que de passer de 22 à 23 €, ça va suppléer à l'inflation, hein, grosso modo. Mais on parle de personnes, d'auxiliaires de vie, qui ont travaillé, qui ont été sur le front pendant la pandémie, vous imaginez, pendant 2 ans, qui ont fait partie de ces métiers-là, qui sont comme les livreurs de repas, qui ont fait du portage de repas, qui ont été les seuls à rentrer au domicile de personnes isolées, des personnes qui ne sont toujours pas reconnues. Alors l'État, sur notre proposition, va mettre en place l'année prochaine, pour la première fois, la journée nationale des aides à domicile le 17 mars. Formidable. Ça mange pas de pain, j'ai envie de vous dire. Non, c'est bien, ça fera encore plus connaître les missions de l'aide à domicile. Mais quoi? Moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'aide à domicile. Pour reconnaître, il faut aussi payer les gens à leur juste valeur. Payer ces personnes qui font un noble travail, qui sont les seuls, comme on le disait tout à l'heure, souvent à domicile. Donc la reconnaissance, c'est pas seulement de dire merci, c'est bien de dire merci, mais c'est aussi de les régler. On reviendra sur la question du sort qui est fait à ces auxiliaires de vie, et c'est important de les saluer, de leur rendre hommage. Pour revenir à l'APA et à cette dimension un peu technique, le tarif plancher relevé par le gouvernement, c'est un tarif plancher. Ça n'empêche pas les conseils départementaux d'aller plus loin. Alors, c'est plutôt le conseil départemental va fixer la limite aussi, mais après, vous voyez, le reste à charge, il va sur le concitoyen directement. Et il y a toujours pratiquement un reste à charge. Et c'est ça. Et ceux qui ne peuvent pas le payer n'auront pas plus d'heures. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce qu'il y a le taux horaire, le prix plancher. Et après, il y a le nombre d'heures aussi qui est important. Exactement. Parce que les auxiliaires de vie se retrouvent finalement à avoir trop de personnes âgées dans la journée et à avoir très peu de temps pour ce qu'on va appeler le lien social. Oui, et puis on ne parle pas seulement d'un coût horaire, vous avez tout à fait raison. En fonction de l'état de dépendance de la personne et de ses revenus, elle va avoir droit à un certain nombre d'heures par mois, qui devrait logiquement couvrir ça. Et donc, avec un tarif comme celui-là, on n'y arrive pas. Et après, on a effectivement une situation avec des auxiliaires de vie qui vont se déplacer un peu partout, toute la journée, pour aider des personnes à faire leur toilette, à prendre leur repas, à se déplacer tout simplement. Donc on est, voyez, sur finalement deux publics assez fragiles, clairement, aujourd'hui, dans une situation qui est, et pourtant on
tous des cris d'alerte, encore et encore, et ça fonctionne difficilement. Hein. Alors effectivement, pour les auxiliaires de vie qu'on peine à recruter aujourd'hui, hein, on n'en trouve pas assez en tout cas. Vous avez raison d'insister sur ce point. Il n'y a pas que la question de la rémunération, elle est importante bien sûr, mais il y a la question des conditions de travail en elles-mêmes, du nombre de visites à effectuer dans une journée, pour la frustration de manquer de temps pour accompagner ces personnes qu'on visite. Je lisais que c'est 7 personnes par jour en moyenne pour un ou une auxiliaire de vie. Ça dépend des territoires. On parle pas du tout de la même charge de travail quand on est en hyper urbain ou en hyper rural, par exemple, parce que les conditions de travail sont pas les mêmes. Mais bien entendu que c'est beaucoup de bénéficiaires dans la semaine. C'est évident. Donc, et vous avez raison, il n'y a pas que le salaire, parce que vous voyez ce genre de métier, c'est un peu un sacerdoce quand même. Hein. On va s'occuper de personnes, ce sont des conditions de travail extrêmement difficile quelquefois, mais forcément, nous, du côté fédéral, nous, du côté employeur de services à domicile, on adapte au poste de travail, on va former nos intervenants toute l'année et tout au long de leur vie, on va faire de la prévention, parce que des métiers qui vont demander forcément beaucoup de manutention, hein, clairement. Donc avec l'âge des pathologies, aujourd'hui, on a des intervenants à domicile dont la moyenne d'âge dépasse les 50 ans. Donc en plus du problème de recrutement dont vous parlez, on va avoir à faire face là très très vite au renouvellement de ce personnel qui va partir en retraite aussi, ou qui quelquefois est en incapacité de travail à la fin de sa vie professionnelle, parce que le métier a été difficile. Mais heureusement, ce sont des personnes qui adorent leur métier, qui adorent travailler auprès de personnes âgées et qui vont beaucoup donner et beaucoup plus que ce qu'elles pourraient recevoir quelquefois. Fabrice Talandier, je rappelle que vous êtes directeur des territoires du développement et de l'innovation pour l'association Les Petits Frères des Pauvres. Évidemment, c'est un sujet que vous connaissez aussi, la difficulté pour les personnes âgées à rester chez elles dans de bonnes conditions, évidemment. Qu'est-ce que ça vous inspire, la situation dans laquelle on est aujourd'hui ? Alors, moi, ce qui m'inspire, ou en tout cas ce qui m'interroge, c'est la situation dans laquelle on va être demain. On voit l'évolution de la démographie en France, on voit l'âge moyen aussi des auxiliaires de vie, et on se dit que si à un moment donné, on ne saisit pas le taureau par les cornes, qu'il n'y a pas des mesures radicales pour changer les choses, on attend la loi grand âge et autonomie depuis maintenant 3-4 quinquennats pour donner les moyens pour permettre aux personnes âgées de rester à domicile. On le voit bien, les personnes âgées nous le disent elles-mêmes, elles ont envie de rester à domicile ou elles ont envie d'aller vers des habitats alternatifs qui se développent. On pense notamment aux habitats inclusifs, aux colocations qui se développent de plus en plus. Mais pour ça, il faut que l'État s'en saisisse, il faut que collectivement, il y ait un certain nombre de mesures qui soient prises, de mesures liées au financement, de mesures liées aussi à l'organisation des métiers, l'organisation de l'action, de l'aménagement urbain. En fait, on est vraiment dans une société où on peut quand même s'interroger sur la place qui est faite aux personnes de grand âge. Et ne parlons pas de la déconnexion numérique, hein, par exemple, où demain, globalement, plus d'une personne sur deux âgée de plus de 65 ans n'est pas connectée à Internet, notamment chez les plus précaires, et où toutes les démarches doivent se faire en ligne. Vous dites société, c'est vrai que c'est important de faire société. On est tous concernés. Cette question du grand âge, c'est pas pour les autres. On va tous y arriver. Enfin, on se le souhaite. On va tous y arriver. On va tous y arriver. Et donc, effectivement, on se dit, est-ce que demain, la société va être en capacité d'absorber le nombre de personnes qui seront à domicile, qui auront besoin de services, de soins, qui auront besoin de se déplacer. On le voit dans l'accessibilité aujourd'hui, qu'on soit à Paris ou en milieu rural, se déplacer quand on a un déambulateur, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il y a cette nécessité, effectivement, d'avoir, j'allais dire, des réformes structurelles. C'est pas faire des aménagements du jour au lendemain qui vont permettre peut-être de faciliter la vie un petit peu des personnes, des auxiliaires de vie, l'intervention des bénévoles. C'est quel projet de société, donc comment on aménage en fait la vie des plus de 65 ans, et je pense notamment au 4e âge. On a une espérance de vie qui grandit, donc à partir de 80 ans, comment on fait pour vivre aujourd'hui le mieux possible ?
Oui, et effectivement, Corinne Duplat, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de services qui existent. Alors, on parlait de leur coût pour les personnes âgées. Il y a de plus en plus de services, la livraison de repas, la téléassistance, qui est importante aussi. Mais les personnels qui rendent visite aux personnes âgées n'ont pas le temps d'apporter ce petit supplément d'âme qui serait essentiel. Les personnels qui délivrent ces services. Oui. Mais en fait, toutes ces personnes qui participent au maintien à domicile, qu'on fasse du portage de repas, qu'on soit auxiliaire de vie, ou de la téléassistance, si vous voulez, c'est quand même des visites tous les jours de l'année. C'est du lien social et c'est de la prévention. Il faut un petit peu de temps pour... C'est ce qu'on fait. Mais vous savez, même 5 minutes dans la journée, oui, bien sûr. c'est toujours super, c'est toujours ça de prix. C'est essentiel. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir ce matin et d'échanger sur ce sujet très important. Il est 12h58, vous êtes sur Sud Radio. Moi, je vous dis à demain, 10h30. Ciao.